Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve en ce jeudi pour un nouvel épisode et on a décidé de vous faire un épisode un peu sociétal, je pense, ou du moins de pousser un petit peu à la réflexion. On fait de temps en temps des épisodes mindset, mais celui-là, je pense qu'il est important que tout le monde y réfléchisse un petit peu. Et ça, je pense que c'est assez large comme spectre parce que c'est un peu ta conception de la vie, de l'argent. Et bon, on a un podcast qui parle d'argent quand même. Donc, on espère que cet épisode vous plaira. Julien, est-ce que la génération Z, donc la nôtre, est obsédée par l'argent? Je pense que oui. Moi, je pense que oui aussi. Et je pense qu'il y a une peur du manque d'argent et de la précarité qui s'est développée dans notre génération de manière assez forte pour tout un tas de sujets, tu vois. Déjà, il y a le contexte et l'époque dans laquelle on est né. C'est-à-dire que nous, depuis tout petit, on a connu l'explosion de la bulle Internet, la crise de 2008, la crise de l'euro, on a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu l'inflation, il y a eu la guerre en Ukraine. En fait, on a l'impression qu'il y a des crises tous les 2 ans et en fait, on voit bien que on va pas dans une bonne direction, c'est-à-dire aucun jeune de notre génération n'est positif pour l'avenir économique, en tout cas en Europe et de manière plus générale dans le monde occidental. Et du coup, ça casse complètement tout l'équilibre qu'on peut avoir sur la confiance dans le système dans lequel on est, dans la société et dans tout simplement, on peut pas se reconnaître dans le rêve qu'avaient nos parents et nos grands-parents qui étaient et un travail et une maison, gravir les échelons de ton entreprise et finalement dans le boomer dream. Je pense que ouais, t'as raison. Et tu sais qu'en plus, du coup, la Gen Z, je pense, c'est 95-2010, je pense, en termes de date de naissance. On est la première génération qui vit moins bien que celle d'avant. Et je pense que ça se sent vachement. C'est un peu ce que tu disais, c'est qu'en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'en tout cas, les jeunes, ils ont pas peur de perdre leur travail, etc. Ils ont pas spécialement non plus envie d'évoluer. Et en plus, en fait, t'as des salaires qui sont en baisse genre depuis 15 ans, avec des prix du coût de la vie qui ne font qu'augmenter. Donc au bout d'un moment, forcément, ça coince. Et en fait, je pense que naturellement, du coup, ton rapport à l'argent, effectivement, ça devient une anxiété tout simplement. Ouais, puis même, je pense que tu as une relation, c'est-à-dire que on est dans une situation économique qui est plus difficile pour les entreprises, donc les entreprises sont obligées de faire des choix difficiles, de se séparer de leurs salariés, de prendre des décisions de délocalisation. Et tu vois, pour moi, ça, tu peux pas toujours le reprocher aux entreprises. Il y a des cas, bon, je voulais qu'on vous ait des boîtes qui ont eu des subventions qui sont quand même barrées. Bon, il faut pas plaisanter, tu vois. Mais t'as des fois beaucoup de boîtes qui vont devoir faire des choix difficiles juste pour survivre, parce que derrière, t'as un entrepreneur qui lui-même a quand même son patrimoine, ses revenus, sa famille qui compte. Et nous, étant donné qu'on a cette date faite, en fait, on sait que la boîte dans laquelle on bosse, à tout moment, si elle a plus besoin de nous, elle nous dégage. Donc en fait, nous, dans l'autre sens, on est là en mode, franchement, si on n'a plus besoin de l'entreprise parce qu'il me demande un truc qui est trop pénible par rapport à ce que je suis payé, en fait, je me casse et je me fous. Et la boîte, de toute façon, elle est capable de se débarrasser de moi. Elle trouvera comment me remplacer. On me répète en permanence que je suis remplaçable. Y a pas de problème. Si je me casse, ils arriveront à faire sans moi. C'est ça. Et je pense qu'il y a une grande dimension aussi un petit peu avec les réseaux sociaux où du coup t'as des success stories toute la journée sous les yeux. Mais ça, on en reparlera. Du coup, tout le monde a un peu peur quand même de manquer d'argent. Et je pense que tout le monde manque foncièrement d'argent quand même d'une manière générale. Ouais, mais tu vois, là encore, je pense que si je prends mon exemple, ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans le podcast et je pense que pour ceux qui ont écouté les épisodes parcours qu'on a pu faire dans d'autres podcasts, je sais que j'en ai souvent parlé, mais depuis tout petit, j'avais toujours la sensation que par exemple mes parents vivaient au-dessus de leurs moyens et que potentiellement, s'il y avait un problème, je sais pas, la machine à laver qui lâche, un problème sur la voiture, etc., tout de suite ça faisait une situation de stress financière pour le mois en cours dans la famille. Et c'est vrai que moi je m'étais toujours dit, quand je serai en capacité d'avoir mes revenus, il faudra toujours que je sois suffisamment large sur mon train de vie par rapport à mes revenus pour pouvoir me dire que j'ai le moindre problème qui m'arrive, ça va, c'est gérable, j'arrive à facilement m'en sortir. Et du coup, j'ai toujours eu cette peur de manquer d'argent qui m'a du coup forcé à me poser des questions sur comment en gagner suffisamment, comment augmenter mes revenus. Puis j'ai découvert l'investissement. Donc en réalité, chez moi, ça a été
positif, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour qui ça peut ne pas forcément l'être parce que, entre guillemets, via notamment les réseaux sociaux, via parfois leur famille, via la situation un peu anxiogène économiquement. Et quand je dis ça, c'est pas forcément au jour le jour, mais je veux dire à long terme, notre génération, c'est qu'on n'aura pas de retraite. Hier, je parlais encore avec un médecin, il m'expliquait que grosso modo, le dernier ciment en France, c'est la santé et que c'est à 2 doigts de s'arrêter parce qu'en réalité, ça fonctionne de moins en moins bien. Et qui te dit qu'une fois qu'il y a plus ça, en fait, il reste plus rien. Et forcément, t'es là en mode bon, bah vraiment, je sais pas si on peut encore être là dans 20 ans, tu vois. En tout cas, en France ou dans l'Occident, ou en tout cas, si on peut encore être suffisamment dans la société, c'est-à-dire aller avoir un travail, payer ses impôts, participer un peu au fonctionnement global du monde dans lequel on vit, sans se dire en réalité il faut que je sois suffisamment à l'aise financièrement pour que je sois capable de me détacher de tout ça ou de prendre simplement des périodes pour partir, tu vois. Nous en vrai, on en a déjà parlé tous les deux, vraiment pour nous le Covid, je vais pas employer le mot traumatisme, mais Si, on ça. n'en est pas loin parce que très sincèrement, notre plus grand regret au Covid, c'est d'avoir été trop jeune pour ne pas avoir pu suffisamment avoir investi que pour nous barrer directement de France au moment où ça a commencé à partir en cacahuète avec les confinements et autres. Parce que le problème qu'on avait, c'est que à ce moment-là, on était au tout début de l'investissement, on n'était même pas en CDI, on était encore en alternance, on avait absolument pas ni la situation 10 000 € de côté, tu te rappelles? c'est ça. Donc en fait, soit nos 10 000 € on les cramait pour partir dans un pays, quand on revenait, on repartait à la case départ. Attends, je raconte juste ça, mais tu te rappelles le soir où on était allés chez des amis à nous, des très bons amis, parce que Macron devait parler à 20h, je crois, un truc comme ça. Et c'est ce soir-là qu'il a annoncé les confinements. Il y avait déjà plus personne sur la route, etc. Et bon, bref, je pense que comme tous les Français, on était devant notre télé avec nos 2 potes là, en train de regarder à quelle sauce on allait être mangé. Et sur le trajet retour, du coup, tu m'as dit, franchement, en vrai. J'ai regardé la Finlande, ils ont encore les portes ouvertes. Si tu veux, vas-y, on book un vol et on s'en va, tu vois. Et en fait, c'est moi qui ai dit non. Et je te jure que c'est un de mes plus, enfin, je sais pas si c'est un de mes plus grands regrets. Mais en vrai, je pense qu'on aurait été moins traumatisants en Finlande, au moins pendant un an, tu vois. Objectivement, quand on savait pas combien de temps ça allait durer, quand tu regardes le coût de la vie en Finlande, on n'aurait pas pu rester 2 ans, tu vois. Tu sais que tu te rappelles l'argument que tu m'as dit, j'ai 10 000 € de côté, franchement, ça va le faire, etc. Vas-y, on s'en va, on travaillera dans un gym ou je sais pas où, et au moins on pourra sortir. Et en vrai, moi, j'ai eu les chocottes parce que, j'avais peur par rapport à mon alternance. Tu étais dans le boomer dream, il faut le dire. Exactement. Et du coup, j'ai dit non, mais en fait, c'est un peu plus regret, je crois. Et tu vois, ça, pour le coup, je pense que ça a été un de nos profonds moteurs, qui nous a permis de vraiment accélérer dans l'investissement. C'est qu'en fait, aujourd'hui, si ça se reproduit, franchement, c'est ciao, ouais. Le lendemain, on prend, même s'ils ferment les aéroports par anticipation, je m'en fous, je prends ma voiture, je fais 4000 bornes en bagnole s'il le faut, mais je pars dans un pays et on a largement de quoi rester même 2 ans, 3 ans dans un autre pays parce que maintenant on a une grosse partie des revenus qui tournent en automatique, même s'il y a une partie, tu vois, de l'immobilier, on dit ouais, non, mais bon, là, par rapport au problème que vous gérez, la fuite d'eau, machin, vous pourriez pas non plus être à 5000 bornes. Franchement, je m'en fous, hein, je préfère avoir des biens immobiliers qui tournent pas et au moins ne pas revenir dans le problème dans lequel on était à ce moment-là, tu vois, qui a été honnêtement, pour moi, ça nous enlever la capacité de nous déplacer. Moi, ça a été le truc qui m'a mis un espèce de coup de pied en mode, quoi qu'il arrive, prochaine fois que ça se reproduira, et ça se reproduira un jour, je me casserai et je serai plus concerné par ça. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai jamais eu quelqu'un qui a été particulièrement envieux ou jaloux, mais beaucoup d'influenceurs qui avaient déjà leur business qui était fonctionnel et qui sont partis du coup dans des pays chauds, dans des pays où rien n'était fermé. C'est vrai que je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été envieux. Et j'avais pas été ni envieux matériellement, ni envieux financièrement. J'ai juste été envieux la liberté, de la liberté qu'ils avaient de pas subir le bordel que j'avais au quotidien avec les collègues, les attestations à soi-même, les collègues qui te serraient plus la main, manger dans son coin, rester dans un open space avec un masque qui tenait chaud toute la journée. Faut savoir, moi j'ai chaud tout le temps, même si il faisait pas 40 degrés parce que c'était au mois de mars, mais en fait, si tu veux, moi dans les bureaux en costume avec le masque, je transpirais toute la journée, tu vois. Ouais. Donc non, franchement, c'est dernière fois que je vivais un truc pareil. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre, je vais faire un peu une aparté là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens de notre génération qui ont vécu des choses similaires en lien cet événement ou en lien avec un autre. Je sais pas, on peut imaginer si jamais
au moment de l'inflation, ou peut-être même au moment de la guerre en Ukraine, vous avez perdu votre taf, ou que ça vous a mis un espèce de coup de pied au derrière en vous disant putain, mais en fait du jour au lendemain il peut se passer des choses de fou, et j'ai aucune main là-dessus. Ça crée un stress, ça crée une anxiété. C'est vrai que naturellement, pour moi, c'est aussi le problème des réseaux sociaux. Alors c'est un problème, mais bon, c'est aussi un état de fait, c'est que on est bombardé toute la journée de gens qui ont beaucoup d'argent, et notre cerveau a tendance à faire un raccourci, pour moi, de se dire, tu vois, tu serais comme eux, avoir une Lamborghini à Dubaï, même si c'est peut-être faux, c'est peut-être une Lamborghini Loc, peu importe, tu te dirais, ah ben putain, en fait, je serais pas en risque, tu vois. Ouais, ou tu sais, avoir des business qui tournent, on dirait pas, mais en fait, avoir un business qui tourne, je pense que c'est pas ultra commun non plus. On en voit beaucoup sur internet, tu vois, des bouts qui Ouais, mais font. parce qu'il y a le biais le biais du survivant à fond. Tu vois celui qui a réussi, tu te dis, bah en fait, Ouais, mais tu te sens encore plus comme une merde parce que toi, bah, t'as pas un ouais, business qui tourne, tu vois ce que je veux ouais, dire? T'es complètement. coincé, t'es chez toi, Ouais, t'as déjà passé une journée de merde à ton travail un peu shitty là, tu réponds à des connards toute la journée, et en fait, dès que tu te mets sur ton téléphone, en fait, t'as des gens qui ont réussi, et en plus, ils sont nombreux à avoir réussi parce qu'on est sur Instagram, tu vois? c'est ça, c'est ça. Alors que Et si tu les comptes vraiment, en réalité, bon, tu les fais je tenir pense dans qu'ils une sont salle, pas quoi. beaucoup. Une grande salle, mais une salle quand même, tu vois. C'est ça. Donc ouais, je pense que c'est une peur légitime. Enfin, en tout cas, manquer d'argent, c'est une peur légitime. Je pense que c'est pas un complexe, mais j'ai l'impression que quand même pas mal de gens sont, enfin, si on peut le dire, pas mal de gens sont complexés. Et c'est surtout, est-ce que, qui ne cherche pas à faire de l'argent facilement et rapidement, tu vois, ça aussi, je pense que c'est comment tu dis, merde, tu sais, quand c'est une illusion. Une croyance en gros que Ouais. l'argent c'est facile et c'est rapide. La vérité c'est que c'est ni facile et c'est pas rapide non plus. D'ailleurs on vous le montre via ce podcast, c'est l'immobilier. On en a beaucoup, on gagne bien notre vie maintenant, mais en fait pendant un petit moment ça a été douloureux quand même. Donc Complètement, puis on a dû prendre des choix difficiles, tu vois, typiquement pas partir en Finlande et rester oh ici pour punaise. au moment où vous voulez plus du tout y être. Et je suis totalement d'accord avec toi, c'est que pour le coup, cette peur-là, alors en soi, il y a des cas où ça peut être un moteur et ça peut être quelque chose qui te fait avancer, mais il y a surtout des cas où ça va effectivement te tirer vers le bas, dans le sens que tous les matins tu vas te regarder en te disant putain, mais je comprends pas pourquoi je suis pas millionnaire, tu vois, Ouais. comme Merde, si c'était normal. j'ai rien Et fait, mais tu qu'est-ce vas te dire qui putain, mais je comprends pas, j'ai commencé à mettre des actions en place et ça paye pas, ou ça prend du temps. Et en fait tu vas avoir tendance à te baser sur des gens qui soit ont des parcours incroyables. Il y a plus, c'était il y a 4 mois que j'avais parlé, que j'avais rencontré un gars qui avait fait je sais plus combien de millions en crypto, tu sais, c'était plus 3 ou 5 millions, Oui, ouais. le comment dire, le C'est quelqu'un de ma famille. ouais, plus ou moins indirectement. Et Indirectement, ouais. voilà, ça c'est des parcours. Oui, ça existe, mais en fait c'est pas une norme, et il y a aucune méthode pour arriver à ça. C'est juste un un ensemble de facteurs, beaucoup de chance, et puis également de travail de sa part qui amène ça. Mais c'est pas quelque chose qui est duplicable en fait. Et c'est vrai que quand vous allez dans les choses qui sont duplicables, ça va prendre du temps. L'immobilier c'est très duplicable, mais vous devenez pas multimillionnaire en immobilier en moins de 5 ans. Ou alors vraiment, c'est parce que vous êtes parti avec des très bonnes cartes, vous gagnez 15 000 euros par mois, vous aviez 200 000 euros de côté. Ok, c'est peut-être faisable en 3 ans, tu vois. Mais c'est pour ça que, à la fois, cette peur, elle te fait avancer, et dans un autre sens, pour moi, c'est une vraie balle dans le pied et un sentiment de dépression, dans le Ah sens oui, ça où c'est tu te sûr, ouais. dis, non mais je comprends pas, là ça fait 1 an que j'ai commencé à me bouger le cul, à me former, j'ai commencé un side business, ça marche pas, je commence à investir dans l'immo, mais j'ai qu'un appart, etc. Et en fait, c'est normal. C'est normal, mais c'est déjà super de prendre ça en main. C'est juste qu'il faut pas commencer à se tirer dessus en se disant putain, j'ai peur de manquer, alors qu'en réalité vous êtes déjà dans la bonne direction pour vous en sortir. Ouais, clairement. Et il y a un truc aussi, ça je sais plus où je l'ai vu, où je l'ai lu, mais c'est qu'en gros, on est une génération un peu de dépressifs, mais on est une génération aussi qui compte le taux le plus jeune de millionnaires. Genre, c'est-à-dire que dès qu'un mec de la Gen Z est millionnaire, il a souvent 25 ans, quoi. Moins de 25 ans en tout cas. Alors, tu vois, je sais pas si c'est en générationnel que si c'est par le fait qu'aujourd'hui c'est les outils digitaux qui Bah, je me permettent dis, je sais pas. En tout d'accélérer cas, énormément, parce que bon, ça c'est un peu des conceptions économiques qui sont plus larges, mais je pense que c'est plus facile de devenir millionnaire ou milliardaire dans un business de service que dans un business de biens, juste en termes de temps, parce qu'en fait un service, si tu crées un logiciel, tu peux le dupliquer à l'infini quasiment instantanément. Si tu mets au point, je sais pas moi, tu commences à fabriquer des voitures, tu mets au point une voiture de fou, bah en fait tu vas pas pouvoir en dupliquer 100 000 du jour au lendemain, ça va prendre des années, le temps de monter les usines et tout. Je pense que c'est un peu ce qui explique qu'on est une génération, il y a beaucoup de jeunes très riches, mais
du coup, ça crée aussi un biais dans le sens où tous les autres sont là en mode ah mais putain, faudrait que je fasse comme eux, putain, j'aurais dû être celui-là, putain, je comprends pas pourquoi lui il a réussi et moi pas, tu vois. Et est-ce que tu penses que, genre, qu'est-ce qui motiverait les gens, en tout cas de notre génération, à être riches? En vrai, est-ce qu'avoir une Lambo, une Rolex au poignet, est-ce que c'est ça, être, riche et être, heureux? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un peu aussi, comment tu dis? Des, on est une génération qui a grandi en mode pour être heureux, bah, faut avoir une maison, des enfants, un peu d'argent et cetera et en fait, bah, tu te rends compte qu'au final, non, ça tout ça, ça rend pas heureux. Alors est-ce que c'est lié à avoir, des beaux biens matériels qui rendent heureux? Est-ce que c'est vivre dans un autre pays qui rend heureux? Qu'est-ce qui peut te motiver pour, te sortir les doigts et monter un truc qui fonctionne, tu vois? Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que effectivement, ce qui faisait rêver nos parents, nous ça fait plus du tout rêver, tu vois, Ouais, quelle le angoisse. le fameux boomer dream. Mais dans un autre sens, du coup, on cherche qu'est-ce qui nous ferait kiffer et du coup, on regarde ceux qui ont réussi, ceux qui sont millionnaires, on se dit ah Ouais. putain, en fait moi ce qui me ferait kiffer, c'est être en voyage toute l'année, avoir un yacht, avoir un jet privé, avoir des voitures de sport, etc. Le problème, c'est que honnêtement, je pense pas que tu as besoin de ça et la réalité, c'est que la plupart du temps, quand on vous les met en avant, il n'y a pas 40 solutions. Soit c'est des menteurs. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en location et justement leur business est basé sur le fait qu'ils vous vendent une image où ils se la racontent en termes matériels. Très sincèrement, on aurait pu faire ça nous aussi sur Instagram. C'est pas ce qu'on a choisi comme modèle de développement parce que c'est pas notre image et c'est pas ce qu'on a envie de transmettre. Soit ils ont vraiment des business qui ont tellement explosé que c'est compliqué pour vous de pouvoir les dupliquer parce qu'ils sont dans le top 0,01% Puis ils sont de dans ceux une qui niche, réussissent. je sais pas quoi. Soit leur business a pété, on va dire moyennement, et en fait ils sont déjà en train de tout dilapider et potentiellement ces gens-là dans 3 ans t'en entends plus parler, dans 5 ans ils sont revenus à la case départ, tu vois. Donc pour moi, le côté ouais, il faut que j'ai un rythme de vie de fou en termes matériels, pour moi c'est pas ça qui doit t'amener un projet de vie. Pour moi ton projet il doit être sur ta liberté. Et moi ça justement je l'ai compris vraiment post-Covid et quand on a investi et quand on a commencé à générer des revenus, etc. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus important pour moi d'avoir une sensation de liberté, même si tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent au quotidien qui disent ah putain mais chanceux depuis que vous avez quitté votre job, vous avez plus rien à faire et vous étiez en vacances 365 jours par an. Alors oui et non, tu vois, en fait, il y a quand même toujours des trucs à gérer, il y a des redevances d'ordures ménagères en Dordogne à gérer, des fuites d'eau, Enedis et compagnie, mais ce que je veux dire, c'est que déjà aujourd'hui, on n'a plus un patron qui nous fait chier, on n'a plus la sensation qu'on peut être remplacé du jour au lendemain, on n'est plus en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire vraiment l'an prochain de notre taf, est-ce qu'on change, est-ce qu'on candidate ailleurs, on a le truc de se dire si ça part en couille, tu vois, je crois que dans l'épisode de lundi, on parlait des mobilisations du 10 septembre, je suis imaginé vraiment ça part en couille, franchement on se casse, hein. Ah, je m'en fous, Si on a affaire ici, de toute façon, comment ça va finir et honnêtement, ça sera peut-être le moment pour nous de prendre vraiment des vacances loin, tu vois. Donc cette liberté-là, pour moi, elle a une plus grande valeur que le nombre de voitures de sport qu'on peut rentrer dans un garage, le nombre de montres de luxe qu'on peut mettre au poignet. En réalité, pour moi, c'est ça, vers vraiment ça que vous devez tendre. Et en fait, votre peur de manquer d'argent, elle ne doit pas aller vers je veux suffisamment d'argent pour avoir un rythme de vie de fou, mais je veux suffisamment d'argent pour que ça me laisse la liberté de pas dépendre d'un patron, de pas dépendre d'un taf, de pas dépendre de la France non plus, tu vois, et de te dire que tu as suffisamment de cash sur toi pour partir le nombre d'années qu'il faut à l'étranger. Et ça, pour moi, c'est ça qui a pas de valeur et c'est vers ça qu'il faut se diriger. Ouais, donc en vrai, bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas foutu. On n'est pas, comment dire? Condamnés à être des dépressifs, derrière nos écrans et tu vois, subir un peu notre vie. Toi, tu penses que du coup, faudrait commencer par quoi? Genre, c'est-à-dire, pour, justement, viser cette liberté, bah, via l'argent en vrai, hein, on va pas se mentir, l'argent ça aide quand même pas mal, Pour moi, si ta motivation première d'investir, c'est la peur de manquer, tu as déjà un travail à faire dessus. De pourquoi tu as peur de manquer et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu arrêtes de manquer? ouais, ça Et c'est en dur, hein. réalité, faut bien voir que ta limite matérielle,
elle est jamais atteinte parce que le cerveau humain est un peu comme ça, que dès que t'atteins un truc, t'es déjà en train de penser au truc suivant. Donc pour moi, il faut se détacher un peu de la matérialité de la chose, tu vois, du fait d'avoir des grosses voitures, de pouvoir partir dans des hôtels de luxe, etc. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut pas dire que si t'as pas les moyens de te le faire, il faut pas le faire, tu vois. Mais il faut te dire que, ok, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie pour être bien? C'est sûr que moi, je sais que par exemple, en termes de rythme de vie, c'est quand même si par exemple j'étais salarié, ce qu'il me faut en termes de revenus pour être bien dans ma vie, c'est quand même un rythme de vie de cadre sup, tu vois. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas se contenter non plus de 1 500 par mois. On est d'accord là-dessus. En revanche, on n'a pas besoin de 40 000 par mois non plus, tu vois. Ouais. Je veux dire, il y a quand même une boussole à mettre entre les deux. Je veux dire, tu regardes ce qu'on dépense dans le mois, je pense, on doit dépenser, alors, bon, nous on a beaucoup d'immobilier, beaucoup d'invest, mais si on regarde vraiment ce qu'on consomme en termes de pour notre logement, pyramide de Maslow, pour notre logement, pour notre bouffe, pour nos besoins essentiels et un peu pour nos loisirs, je pense on doit être à 3-4 000, tu vois. Donc c'est un rythme C'est de large, hein. ouais, mais en comptant les vacances, les trucs comme oui, ça, ouais. tu vois. Après, on doit être à 3-4 000 par mois. C'est pas non plus énorme, c'est beaucoup pour beaucoup de gens, Ouais, ça je c'est sûr, pense. mais c'est pas non plus énorme. Et en fait, atteindre ça, c'est relativement facile pour qu'une fois que tu l'atteins, tu sois capable de le sécuriser. C'est-à-dire en réalité, nous, on gagne beaucoup plus que ça aujourd'hui. Donc en fait, on sait que même si à un moment donné, on a des couilles sur les invests, sur les projets, sur les business, etc. En réalité, on arrive toujours à maintenir ce qu'on a besoin. On a plus besoin aujourd'hui de se serrer la ceinture. On l'a beaucoup fait pour investir, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. Et de avant tout te dire que ce que tu as besoin, c'est de comprendre que ce qui est important pour toi, c'est d'être libre et qu'en fait, c'est ça vraiment que recherche l'être humain, c'est la liberté, surtout notre génération, parce qu'en réalité, moi, j'ai déjà beaucoup creusé la question parce que c'est vrai que l'humain, pour moi, est un animal social. Tu vois, on est fait pour vivre en société, on est fait pour faire partie d'un groupe. Le problème, c'est que la société française qu'on nous propose aujourd'hui, moi perso, j'en veux pas. Elle ne m'intéresse pas, je ne me reconnais pas dedans et chaque jour qui passe, je m'en sens de plus en plus éloigné. Mais la réalité, tu peux pas être seul non plus. Le problème, c'est que la société dans laquelle on pourrait être si les boomers ils avaient fait le job au lieu de foutre la merde, si tu veux, en fait, cette société n'existe pas. Elle n'a pas les moyens aujourd'hui d'exister. Le seul moyen que tu peux avoir pour remplir ta vie de cette appartenance à un groupe, c'est justement de faire partie de communauté. Donc d'avoir des amis autour de toi, d'avoir des connaissances autour de toi qui font la même chose que toi, qui pensent à peu près comme toi sur beaucoup de sujets et qui vont elles aussi se bouger le cul, avoir des side business, entreprendre, se former, partager de la connaissance. Et quand je dis se former, il y a se former pour appliquer, mais moi je trouve ça super intéressant. Tu vois, des fois quand je rencontre un gars qui a un business ou qui est dans un domaine, je trouve ça super intéressant de lui poser des questions, tu vois. Alors, juste pour ma culture, c'est jamais dire que je vais faire le même business que lui, mais c'est pas si je Voilà, rencontre comment il a commencé, ouais, c'est ça, comment il a commencé, comment l'idée lui est venue, ouais, comment l'idée lui est etc. venue, qu'est-ce qu'il gagne aujourd'hui, quel est un peu son taux de marge sur son business, les contraintes qu'il peut avoir, les éventuels problèmes, le rapport revenu en merde qu'il peut avoir dans ses activités. Et ça, tu l'as justement en faisant partie d'une proto-société dans Ouais. laquelle tu voudrais appartenir. Et je pense que ça, c'est quelque chose de super important. Moi, j'ai dit oui et non, dans un sens où en fait, j'ai l'impression que se comparer, ça peut être plus, handicapant qu'autre chose, tu vois? Je pense qu'en vrai, c'est un peu une introspection qu'il faut faire, tu vois? Avec des vrais objectifs de vie. Qu'est-ce que concrètement, te rend heureux dans ta journée, dans ta vie et cetera pour que tu sois vraiment bien et à partir de là, tu déroules un plan parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas, tu vois, lancer des cryptos, se barrer à Dubaï, tu vois? Alors, Tu vois ce que je veux enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? honnêtement, je suis pas d'accord avec toi. Déjà, j'ai pas parlé de comparer. J'ai juste parlé de faire partie d'un groupe de gens qui ont des similitudes avec toi. Alors, autant se barrer à Dubaï, oui, tout le monde peut pas le faire. Investir en crypto, ça, tout le monde peut le faire. Devenir millionnaire en crypto, non. Mais Ouais. investir en crypto, oui. Donc, tu vois, il y a déjà le truc de qu'est-ce que tu peux faire ou ne peux pas faire. Ouais, Et mais si tu te dis: «Ouais, je vais créer un business», en fait, tu vas commencer à chercher ce que les autres font et en fait, ça se trouve, toi, tu es pas capable de faire pareil parce que tu as pas les mêmes skills, tu as pas la même appétence, tu as pas, tu vois, le contexte, tu as pas et du ouais, coup mais c'est parce qu'en fait, tu t'es pas formé en avance. En réalité, qu'est-ce qui fait que tu lances un business? C'est que tu as une compétence. Si t'as pas de compétence, tu vois, ça pour moi, c'est un peu le truc de des. Alors, j'appellerais pas ça une arnaque, mais c'est un peu la mauvaise illusion de tous ceux qui sont dans la niche des business en ligne, dans tout ce qui est dropshipping, ouais, crypto, e-commerce, OFM ouais. et autres. C'est le truc de te dire non mais t'inquiète, t'as aucune compétence, je vais te former, tu vas l'avoir, tu vois. Et le truc, c'est que le problème avec ça, c'est que tu te retrouves sur en gros, tu dois lancer un business quand tu as déjà une compétence. L'investissement, c'est un peu différent. C'est qu'en gros, l'investissement, tu vends pas une compétence, tu acquiers une compétence qui te permet d'agir sur ton épargne. C'est deux choses différentes. Entreprendre et investir, c'est quand même différent. Quand tu apprends l'investissement, tu apprends à avoir de l'argent
comment je fais circuler cet argent pour créer de la valeur. Et en réalité, c'est pas toi qui crée la valeur quand tu investis, c'est l'argent que tu investis. Alors oui, par exemple, c'est pour ça que l'immobilier n'est pas full passif, c'est que tu as quand même une création de valeur à la base quand tu vas négocier, quand tu vas repeindre les murs d'un appartement, quand tu vas choisir un locataire, c'est de la valeur ajoutée que tu crées qui justifie à un moment donné ton rendement. Mais quand tu achètes des cryptos, ta valeur ajoutée, c'est être capable de bien les sélectionner et c'est surtout ce que tu gagnes, c'est indexé sur combien tu es capable d'investir, tu vois. Alors que quand tu dis bah vas-y, je vais apprendre à faire du dropshipping, je vais prendre une formation. En fait, est-ce que tu es bon en marketing? Est-ce que tu as trouvé un produit intéressant? En fait, si t'as pas tout ça, pour moi, c'est compliqué de se lancer là-dedans. Par contre, commencer à se former, acquérir une vraie compétence. En fait, une compétence, ça s'acquiert pas en 3 mois, tu vois. Ça s'acquiert sur le temps long. C'est comme, tu vois, devenir investisseur IMO. Effectivement, moi, je dis toujours, tu fais ta première OP, tu as appris à peu près 80% des choses que tu as besoin. Est-ce que c'est suffisant pour, par exemple, que tu permettes à d'autres d'investir eux-mêmes dans l'IMO en toi-même devenant coach, formateur, peu importe? Non. En réalité, il faut beaucoup plus que ça, tu vois. C'est comme, t'apprends le karaté, 1 an de karaté, tu passes, tu passes ceinture jaune, tu vois. 2 ans de karaté, tu passes ceinture orange. Il faut être ceinture noire pour être prof de karaté. Tu peux pas être prof de karaté au bout de 3 mois. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est des choses qui sont assez différentes. C'est que grosso modo, si tu compares ça à l'investissement, ouais, grosso modo, tu te formes sur 2 mois, 3 mois dans l'investissement, ta carte à ceinture jaune en investissement. Donc tu peux commencer à investir, tu peux commencer à faire des bonnes choses et c'est bien. Par contre, t'as pas encore ce qu'il faut pour pouvoir créer un business là-dedans. Du coup, quand tu le rapproches au business en ligne, il faut longtemps quand même pour avoir toutes les compétences pour pouvoir, je pense, le faire. En revanche, tu as peut-être d'autres compétences via ce que tu as déjà appris dans tes études, via ce que tu sais peut-être faire. Par exemple, on a un ami qui est super bon sur Photoshop. Moi, je lui ai déjà dit, je pense que tu peux faire quelque chose là-dedans, tu vois. Et tu vois, enfin, j'ai jamais vu un mec en ligne te dire, vas-y, je vais t'apprendre comment devenir un pro de Photoshop. Ça doit exister, je suis pas tombé sur la pub pour l'instant, mais lui a la compétence pour le faire parce qu'en fait, il est sur Photoshop depuis je ne sais combien d'années, il a fait des études là-dedans, ça fait partie de sa formation d'être capable à bien maîtriser Photoshop. Pour moi, ça a une valeur, une compétence. Il pourrait faire un side business là-dedans. T'en as des fois qui ont des très bonnes compétences, par exemple de leurs mains, sont pas obligés de faire des side business en ligne. Tu peux très bien faire un side business où en fait, je sais pas moi, t'es paysagiste. Tu vas élaguer les week-ends. Exactement, tu vois, il y a toujours moyen de faire des side business sans forcément être en mode de side business. Pour moi, c'est pas dropshipping, tu vois, ça c'est le truc. Et en plus, c'est tellement vu, revu, la niche est tellement prise. Tu vois, c'est au contraire, c'est parce que ça paraît gros et parce qu'on t'a vendu qu'il y avait des chiffres de fou à faire, puis il y en a 2-3 qui ont vraiment percé, qu'on te fait croire que c'est vraiment ça qui sera ta clé. Alors qu'en réalité, c'est plutôt ce que toi, t'es capable de faire. Par exemple, je sais pas, moi, tu fais peut-être un sport depuis des années. Par exemple, t'as une de tes sœurs qui a, hier encore, il y avait toutes ces coupes en haut de l'étagère, ta sœur qui fait de l'escrime. Elle pourrait coacher en escrime. Ouais, c'est vrai. Ouais. Par contre, tu fais 1 an d'escrime en club. Non, tu peux pas devenir coach d'escrime si t'as fait 1 an. Par contre, elle a fait ça depuis qu'elle a 3 ans. Elle a gagné je ne sais combien de compétitions. Elle a déjà été championne de France. Tu vois, c'est là, tu peux te permettre d'apprendre des choses. Cours, ouais. Et en réalité, tout le monde a toujours une compétence quelque part. Ou alors, c'est qu'encore une fois, on revient à la première case où t'êtes pas suffisamment éduqué, pas suffisamment formé que pour commencer à trouver un domaine dans lequel vous pouviez développer une compétence. Je sais pas si ça te paraît un peu clair. Si, c'est intéressant en vrai. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Je dis toujours, pour moi, t'as une locomotive et en fait, t'as des wagons et tes wagons, tu les mets dans le bon sens. Tu vois, si tu vois un peu la locomotive, moi, je suis toujours l'image de la locomotive un peu début du XXe siècle, celle qui fonctionne au charbon. Le premier wagon que tu mets derrière ta loco, c'est celui avec ta réserve de charbon. Ta réserve de charbon, tu la mets pas à la fin, tu vois. Et après, tu mets ton wagon bar, puis tes premières classes, tes secondes classes, etc. Ta locomotive, faut qu'elle soit dans l'ordre. Si tu commences à mettre les wagons n'importe comment, ça va pas avancer. Ouais, c'est vrai. Toi, tu dirais investissement pour commencer ou entrepreneuriat, du coup? Je pense que ça dépend un peu de l'appétence, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais, moi je dirais toujours après, c'est parce que c'est ma fibre et je l'ai toujours entendu comme ça, et je suis assez d'accord avec cette affirmation, c'est qu'on dit toujours que l'investissement c'est la petite porte de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que justement, si t'as pas de... Tu vois, par exemple, nous, on a mis très longtemps à développer un side business. Parce qu'en fait, on n'avait pas de compétences. Moi, j'estimais, tu vois, par exemple, si on se remet justement en début d'épisode, on parlait du moment où il y a eu le Covid, etc. J'étais déjà, je veux dire, quand je dis éduqué, je voyais déjà comment fonctionnaient les business en ligne, ce que vendaient les gens, ce que vendaient ceux qui avaient des produits à vendre en ligne, des produits digitaux, ceux qui étaient coach, etc. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? Pourquoi est-ce que on s'est pas cassé, qu'on n'a pas lancé un business en ligne? Parce que à l'époque, j'estimais pas que j'avais une compétence qui était suffisamment intéressante pour que je puisse commencer à la monétiser. Et on a attendu longtemps d'avoir aujourd'hui une compétence, d'être suffisamment bon
dans l'investissement, d'avoir suffisamment d'expérience dedans que pour pouvoir enseigner à d'autres de le faire. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qu'on faisait? Comme on n'avait pas spécialement de compétences pour créer un business, on a commencé par investir. Parce que ça, pour le coup, quand tu n'as aucune compétence, investir, c'est le truc le plus facile à apprendre. Parce que tu commences petit, parce que tu te formes au fur et à mesure, parce que tu apprends opération après opération, et parce que ça prend du temps. Maintenant, c'est vrai que si tu me dis comment est-ce que je peux devenir millionnaire le plus vite, sans doute que c'est via l'entrepreneuriat et via un business qui va vraiment péter que tu le deviendras. L'immobilier, ça va prendre pas mal de temps. En revanche, c'est toujours ce que je dis, c'est que via l'investissement, si tu le fais suffisamment longtemps, tu finiras toujours par devenir millionnaire. Il y a quand même une proportion où tu es à peu près sûr en investissement si tu es suffisamment formé ou tu es sûr que ça réussit. L'entrepreneuriat, c'est chaud quand même. Hein. Il y a plus d'aller. En fait, c'est toujours ça peut vite monter, ça peut vite redescendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil. C'est en gros, c'est investir sur Bitcoin ou investir sur les altcoins. Tu vois, c'est pour moi investir, être investisseur, c'est plus être sur le Bitcoin. C'est quand même quelque chose de plus pour moi. Alors sûr, c'est peut-être pas le mot, mais c'est plus serein peut-être. Ouais, et en fait c'est plus, ça va être moins greedy, on va dire. Alors que t'investis sur les altcoins, t'en as plein qui vont à zéro et t'en as peut-être une qui va te rendre millionnaire. Tu vois. Pour moi, c'est un peu la même analyse. Alors que dans l'investissement, c'est juste une question d'énergie que tu mets dedans. Et après le temps qu'il te faut, c'est la quantité d'énergie en rapport avec le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui devient millionnaire en investissant, pour moi, de manière à peu près globale, tous les millionnaires en investissement vont dépenser à peu près la même énergie pour y arriver. Ce qui va être différent, c'est en gros sur combien de temps ils vont la faire. Par exemple, c'est vrai que nous, on a investi en 7 ans énormément, ça a été beaucoup de travail. Maintenant, celui qui veut faire comme nous en 15 ans, globalement, il aura dépensé à peu près la même énergie, la même quantité de travail que pour arriver au même stade que nous en 15 ans, sauf que ça lui aura paru sans doute plus facile ou moins, ou en tout cas, il aura l'impression d'avoir moins travaillé parce qu'il aura mis plus de temps à y arriver. Il était moins pressé. C'est ça. Alors qu'on peut peut-être encore trouver des mecs plus zinzins que nous, par exemple Timothée Moreau, typiquement, qui a fait plus que nous en moins de temps. Lui, je pense qu'il a plus travaillé que nous, il a dépensé plus d'énergie, tu vois. Mais globalement, si on le rapporte, lui, il a sans doute fait ce qu'on a fait, il a sans doute fait, je pense qu'il devait avoir 50 lots en 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça. En gros, l'énergie qu'on a dépensée en 7, il avait dépensé en 3 ou en 4. Ça, il y a un truc aussi, c'est que je pense que c'est pas un peu pour parler de se comparer et tout, mais je pense que personne ne dit réellement par toutes les phases par laquelle tu passes, tu vois. Genre, nous, Timothée Moreau nous avait dit au calme, là j'ai 120. En fait, en même temps, il avait 2 fois plus de lots que nous. Et en fait, personne ne dit par toutes les phases sur lesquelles tu passes, tu vois, les moments où tu doutes, les problèmes que tu gères, tu vois, la difficulté d'entreprendre ou d'investir. Et c'est vrai que pour ça, les réseaux, je pense aussi, c'est un peu pas du fake, mais en fait, personne n'est jamais totalement honnête sur sa réussite, tu vois. Tu parles pas des moments de down, tu parles pas des moments où tu sais pas comment tu vas te sortir de là, donc En tout cas, c'est intéressant. Est-ce que t'as autre chose à dire sur le sujet? Non, je pense qu'on est arrivé à peu près au bout. C'est un épisode plutôt pour vous motiver, en fait, d'une manière générale. J'espère qu'on y a réussi, mais juste une petite réflexion sur la vie, vos objectifs et la manière d'appréhender un peu les choses. Et puis surtout, la peur de la précarité de notre génération. Vraiment. Qui, je pense, c'est pas une fatalité en soi, tu vois. Mais d'un côté, tu vois, les générations d'avant, ils penseraient que c'est exagéré, parce qu'en réalité, je veux dire, je pense pas que dans notre génération, on crève pas forcément beaucoup plus la faim que dans les générations d'avant. Par contre, on sent bien que c'est plus difficile, qu'on est moins riche et qu'entre guillemets les perspectives sont vraiment mauvaises. Parce que par exemple, tu vois, on peut prendre un boomer horizon 20-30 ans, il sera au cimetière, tu vois. De horizon 20-30 ans, on aura 50 ans, tu vois. Donc c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide beaucoup au niveau de l'algorithme. Et à nous suivre sur Instagram, qui est le Boomer Dream et la Flouserie, où on vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. On se dit à lundi pour un prochain épisode. Salut, à lundi. Ciao.